vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et avec notre expert Jérôme Laverny pour parler emploi. Chaque semaine, vous trouvez des solutions, vous faire découvrir des métiers, des entreprises, des reconversions, des formations. On essaye de trouver ça chaque semaine avec vous, Jérôme Laverny. Cette semaine, avec des métiers extraordinaires. Oui, des métiers dits rares ou des métiers dits anciens. Bonsoir Philippe, bonsoir. Cécile. Alors, il était normal que content d'en rang un cartomancien de haut vol, Rémi André, qui tous les jours vaticine tout un tas de catastrophes, des tempêtes, des ouragans, qu'on rende honneur à ses collègues. Alors, métier dit rare ou dit ancien, car on va y voir qu'en réalité, on pourrait très bien mettre sur le même plan d'ancienneté de ce caractère ancestral tout un tas d'autres métiers, mais qui n'ont pas ce vernis-là. Ce vernis peut être un petit peu poussiéreux, il va falloir qu'on fasse un petit peu de ménage, car il n'y a pas du tout de poussière. Ce sont des métiers qui ont su évoluer, qui ont su suivre les évolutions technologiques et qui peuvent peut-être même nous enseigner pas mal de choses par rapport à certains autres métiers. Il ne s'agit pas non plus de balancer de fausses informations pour un certain nombre d'entre eux. Certes, les perspectives de recrutement ne sont pas aussi mirifiques que celles dont on parlait la semaine dernière avec les grands groupes internationaux que nous avons reçus. Oui, d'accord, mais il est important qu'ils existent, ne serait-ce que parce qu'ils participent d'un patrimoine professionnel national et je dirais même international, puisqu'on va voir que pour un certain nombre de ces activités artisanales, ce seront à ce point étendues qu'elles rayonnent également à l'international et participent du rayonnement français. Donc c'est un feu d'artifice que n'a encore pas prévu Rémi André ce soir. Allez, sommaire de cette émission. La presse mentionne la disparition de métiers face à une technologie. Vous la connaissez, c'est l'intelligence artificielle. Mais quid de ces métiers anciens comme horloger, tailleur de pierre ou luthier? Ces métiers d'art symbolisent forcément le patrimoine français. Sont-ils en danger? Sont-ils adaptés à la société d'aujourd'hui? On va en parler dans quelques instants avec Aline Merriot, Rolf Dumonteil et Guillaume Adam. La Chambre des métiers et de l'artisanat du Centre Val-de-Loire propose un CAP pour des métiers rares, tels qu'émailleur d'art ou taxidermiste, vivant à préserver et transmettre ce patrimoine. On en parlera justement avec Aline Merriot, présidente de la CMA Centre Val-de-Loire. Et on vous parlait des luthiers, experts en instruments comme les violons et les contrebasses, restent influents à Paris, mais aussi partout en France. Ce métier, bien qu'ancestral, évolue constamment. Ralph Dumonteil sera avec nous, luthier, diplômé de Crémone, et qui nous éclaire sur cette belle profession. Et l'horlogerie a connu de considérables mutations, autrefois symbolisées par les carillons familiaux. Cet art a évolué de petites boutiques artisanales aux grandes entreprises internationales. Guillaume, secrétaire général de France Horlogerie, représentant 92 entreprises et 3000 emplois dans ce secteur, sera avec nous. Encore une belle émission. Merci d'être avec nous. C'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Jérôme Laverny, cordonnier, luthier, tailleur de pierre, des mots qui évoquent forcément un savoir-faire ancestral dont on parle assez peu, malheureusement, et qui mérite en tout cas d'être mis en lumière ce soir. Certains ont eu le vent en poupe un petit peu à l'issue de la crise sanitaire parce qu'ils ont fait l'objet de souhaits de reconversion d'un certain nombre de cadres, pourquoi pas, mais c'est vrai que pour la plupart d'entre eux, ils restent tout de même méconnus. Ils sont importants à maintenir parce qu'encore une fois, ils font partie de ce patrimoine professionnel. Il est important aussi de pouvoir maintenir les diplômes et les formations comme on va le voir. Il faut aussi savoir nuancer un petit peu les choses et dépoussiérer un petit peu l'image qui leur est accolée parce que ce sont des métiers qui, comme les copains, comme les autres, comme leurs cousins, ont suivi les évolutions technologiques. Donc Aline Merriot est avec nous, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre Val-de-Loire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue Ralph Dumonteil, luthier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes venu avec une belle espèce. Et Guillaume Adam, secrétaire général de France Horlogerie. Aujourd'hui, c'est une question assez générale. Est-ce que vous souffrez de cette méconnaissance finalement? Je vais vous parler à vous, Aline Merriot, de cette méconnaissance de tous ces métiers qui sont ancestraux et qui méritent effectivement, ce que je disais tout à l'heure, cette mise en lumière. Oui, alors justement, c'est pour ça que nous ouvrons les ateliers et on a les journées européennes des métiers d'art qui mettent en valeur ce patrimoine, ce professionnalisme, ces métiers dits rares, que l'on parle d'un luthier, d'un céramiste, de différents tailleurs de pierre. Nous, on est en région Centre-Val de Loire, le patrimoine en château est riche, donc des métiers... Et la pierre aussi, voilà. La pierre de tuffeau. Exactement. Ces métiers dits rares, mais on a aussi, par exemple, les cordonniers
il y a 15 ans, le métier avait complètement disparu. Aujourd'hui, on le remet en avant. Et on a eu un projet pédagogique où on était sur le recyclage des chaussures. Alors au début, les jeunes nous ont pris pour des farfelus. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je cherche vraiment un designer parce que les jeunes ont créé des semelles à base de pneus. On est dans l'éco-responsabilité et la transmission des savoirs. Ils ont travaillé, voilà, ils ont fait toute une recherche et c'est des métiers justement qu'il faut valoriser aujourd'hui. Ils étaient dits rares. Il faut en parler. Tout à fait. Guillaume, dans l'horlogerie, ça a fondamentalement évolué avec la technologie. Maintenant, il y a même des montres connectées. C'est un métier en évolution permanente depuis des siècles. Absolument, tout à fait. Alors l'horlogerie est un magnifique métier qui d'ailleurs s'est très largement développé en France, notamment depuis le Moyen-Âge et auprès de la cour du roi. On a développé déjà à cette époque beaucoup d'innovations en France sur le développement des montres. Et donc on a su conserver ce savoir-faire assez exceptionnel, voilà, en dépit des différentes évolutions assez fortes qu'a pu connaître ce secteur, particulièrement à la fin des années 60-70 avec l'arrivée des montres à quartz, qui a beaucoup bouleversé les marchés, y compris d'ailleurs dans d'autres pays. Mais on a su conserver de l'expertise et aujourd'hui aussi de l'innovation. C'est quelque chose qui est très intéressant dans notre secteur. Effectivement, comme vous le disiez, on a avoir de l'innovation dans le design, on a de l'innovation dans les technologies avec un certain nombre de technologies nouvelles, par exemple à base de silicium, des micromoteurs à base de silicium. C'est une entreprise française qui développe ça. On va en parler dans quelques instants. Et qui apporte vraiment des innovations très fortes. Donc, ce sont des métiers qui évoluent, effectivement, plutôt des métiers d'art à l'origine. On a l'horloger, le sertisseur, le ciseleur, le polisseur, voilà, qui sont vraiment des métiers traditionnels, mais qui sont aussi accompagnés aujourd'hui par des nouveaux métiers dans l'industrie et dans les technologies. Ralph Dumontel, vous avez apporté un très joli violon. On a envie de vous entendre en jouer, forcément. Combien de luthiers en France aujourd'hui? Vous représentez, c'est une grosse communauté quand même. Alors, combien de luthiers en France, ça, je ne sais pas du tout. Moi, je suis luthier rue de Rome, qui est une des patries de la lutherie mondiale. La lutherie est un métier de niche. C'est pas du tout un métier qui a eu des creux au Caucase. Depuis le XVIe siècle, on fabrique des violons à Crémone. L'Europe était le principal centre puisque c'est la musique classique qui prévaut pour ce genre d'activité ou qui prévaut un peu pour ce genre d'activité. On a simplement eu la mondialisation qui a fait que la production qui était à l'est de la France avant la Deuxième Guerre mondiale s'est déplacée à l'est de l'Europe et maintenant à l'est de la Chine. On est un métier de niche. Il n'y a jamais eu autant de luthiers en ce moment sur Terre. C'est un métier qui fonctionne très bien et qui attire beaucoup de monde parce que justement il est multiple. Vous avez aussi bien la fabrication des instruments que l'expertise, que le réglage de sonorité. Et nous, ce qui compte pour nous luthiers, c'est de savoir qu'on entretient des instruments qui sont quasiment éternels. Je ne fais pas de fabrication, j'en ai fait un peu quand j'étais à Crémone en Italie à la fin du siècle passé. Mais c'est un autre métier. On va dire que c'est des facettes différentes, c'est-à-dire un peu comme le journalisme ou tous ces métiers-là. Il y a différentes manières de voir le métier. Moi, je fais surtout de la restauration, mais je fais de la petite restauration. Je suis un luthier dans une grande ville, dans une capitale internationale de la lutherie, mais je reste une lutherie familiale pour laquelle on entretient des instruments des utilisateurs. Eh ben, vous restez avec nous, on va revenir dans quelques instants et on reviendra sur cette chambre des métiers justement de l'artisanat du Centre Val-de-Loire qui a créé pas mal de choses. En tout cas, vous avez été extrêmement dynamique, Aline Mérion. On sera avec vous dans quelques instants. Vous voulez bien sûr poser des questions, vous avez le droit sur des métiers que vous ne connaissez pas. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 avec Jérôme Laverny qui sera avec nous bien sûr jusqu'à 19h. Ah, jusqu'à 20h, pardon, parce qu'il est 19h15. Et personne ne me le dit. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Avec Jérôme Laverny depuis pas mal de temps, on parle de métiers méconnus, c'est-à-dire qu'on connaît des entreprises et finalement on n'est pas certain de connaître tous les métiers dans cette entreprise. Et bien là, on a changé de prisme. On s'est dit, on va aller carrément directement chercher des métiers qu'on ne connaît pas, qu'on a oubliés et pourtant ils existent et ils sont incroyablement intéressants. Ces métiers pour préserver et transmettre forcément une expertise et c'est notre patrimoine, Jérôme Laverny. Oui, tout à fait. Et qui dit métier dit formation, dit diplôme. C'est pas toujours très simple de mettre en place une formation. Et là, pour le coup, eh bien une initiative juste formidable en termes de formation,
puisque faisant le constat que des taxidermistes, des je sais plus quoi, des armuriers, il n'y allait pas en avoir suffisamment pour constituer des classes et remplir des écoles, eh bien la Chambre des métiers du Centre Val-de-Loire a eu l'idée lumineuse et juste génialissime de dire voilà, on va faire un tronc commun permettant à chacun d'avoir les connaissances théoriques et pratico-pratiques, et puis ensuite d'être librement formés par les employeurs qui, eux, sont détenteurs de ce savoir, qui vont prendre tout le plaisir à pouvoir transmettre ce savoir aux apprentis. C'est une idée lumineuse parce qu'elle est simple en fait et qu'elle est génialissime. Pour une fois qu'elle n'est pas de vous. Oui. Mais c'est vrai, ça m'embête. Aline Mériot, présentez-nous ces CAP métiers rares, c'est fabuleux. Il y a des métiers qu'on connaissait même pas en préparant l'émission. Alors oui, on peut être armurier, on peut se former au métier de sellier, on peut se former au métier d'horloger, au métier de tailleur de pierre. On peut un petit peu tout imaginer. Et dans ce cas-là, on est sur une individualisation du parcours de formation, c'est-à-dire qu'on adapte l'enseignement. Si on a déjà des bases d'enseignement général, parce qu'on est dans le cadre d'une reconversion, bien dans ce cas-là, on adapte le parcours à que la partie professionnelle, et on cale ce principe-là. Et puis vous pouvez avoir les diplômes classiques, le CAP, le BM, le BTM, le brevet de technicien de maîtrise, pour ces métiers dits rares qui se font en 2 ans, en 3 ans, en apprentissage. Et là, vous avez une partie en centre de formation et une autre partie chez un employeur. Vous avez un maître d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Aline Mériot, on est d'accord de dire que ce sont des métiers à fort débouché quand même, puisqu'on en recherche dans certains, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui pourraient mourir parce qu'il n'y a pas assez de candidats. Bien sûr, et c'est ça. Il faut pérenniser ces métiers parce que c'est notre patrimoine à la fois culturel, historique, de tradition, de transmission des savoirs, et on est sur quelques unités par an. Oui, c'est ça. Et pourquoi c'est important que ce soit fait? Parce qu'il y a les questions aussi logistiques autour de la formation. Oui. Si un jeune niçois veut se former, il a la possibilité, par le biais de ce centre de formation à Tours, Orléans, je ne sais plus, de pouvoir avoir ce socle de formation générale, mais ensuite d'aller chez un employeur à Strasbourg. C'est très important de permettre cette souplesse, y compris logistique. Elle est fondamentale pour l'accomplissement total de la formation. Aline Mériot, vous êtes accompagnée de Manon Saenko, restauratrice de céramique. C'est l'atelier en 1000 morceaux. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que fait une restauratrice en céramique comme vous? Eh bien, allez-y. Un restaurateur, c'est comme un médecin pour les objets. Voilà. Je suis spécialisée dans une grande famille de matériaux. Donc moi, je suis le médecin de la céramike. Mais la céramique, est-ce que c'est souvent de la céramique d'art? Est-ce que vous travaillez avec forcément ou des grands magasins, ou des châteaux, ou des restaurateurs, ou des restaurateurs, ou des des collectionneurs, des collectionneurs, des particuliers. Oui. À partir du moment où l'objet est en céramique, je peux aussi bien m'occuper de l'objet de cœur qui vient de la grand-mère, qui n'a pas de grande signature, comme d'un objet plurimillénaire qui sera exposé dans un musée à l'autre bout du monde. Alors d'où vous vient cette envie? Parce que forcément on a envie de comprendre votre parcours pour arriver jusque-là. Eh bien, c'est une bonne question. Je vous remercie. Moi, je ne savais pas, après le bac, vers quelle filière m'orienter. Et il s'avère que lors d'un salon de l'étudiant à Paris, j'ai découvert la formation de restaurateur. Et j'ai découvert aussi qu'elle regroupait tous les domaines qui m'intéressaient, donc aussi bien l'histoire que les sciences, l'art, les travaux manuels. Oui, c'est-à-dire que quand vous restaurez quelque chose, il faut aller chercher ce que dit l'histoire, en fait. Aller chercher peut-être les couleurs qui n'existent plus aujourd'hui, qu'il faut refabriquer, c'est ça? Ça peut être des motifs, ça peut être des éléments manquants, ça peut être énormément d'informations. Mais Aline Mériot, aujourd'hui, on utilise parfois la céramique dans des produits de haute technologie aussi. Ah bien sûr, tout à fait, oui. Comment vous les formez, pardon, allez-y. Non, allez-y. Et vous les formez également juste pour la décoration ou pour les céramiques de haute technologie, par exemple? Alors là, je vais laisser complètement Manon répondre, parce qu'on n'a pas ce diplôme-là sur jouer les tours. Alors attention, parce que moi je suis restauratrice de céramique, je ne suis pas céramiste, donc ce n'est pas moi qui crée et qui cuit les objets, je vais intervenir ensuite. Mais c'est vrai que maintenant on trouve de la céramique technique
dans les bijoux, les montres notamment, et ce sont des matériaux très spécifiques qui ont été développés pour d'autres applications industrielles et qui maintenant sont utilisées dans ce domaine-là. Mais je pense que monsieur oui, on en parlera avec l'origine. Aline Merriot, on dit souvent que les métiers de la main sont des métiers de reconversion. À un moment donné, on a travaillé dans des grandes entreprises et certains disent à un moment donné, on a envie de retourner à la vraie vie. Alors parce que souvent c'est une passion, oui. C'est quelque chose et on a envie de donner du sens à sa vie et c'est pour ça que c'est souvent une reconversion. Mais par contre en parcours principal, ça se fait très bien et là du coup on est sur de l'apprentissage classique et de la transmission des savoirs. Mais d'où ça nous vient finalement, Jérôme Laverny, puisque on n'arrête pas de dire que c'est compliqué, que les écoles, enfin l'école en général ne vous apprend pas à aller dans des filières telles que l'artisanat. D'où vous vient ? Eh bien c'est exactement la même chose qu'en matière d'amitié, d'amour ou de plein d'autres champs de notre vie. Il y a une part de hasard, il y a une part de choix, il y a une part de choses qui se forgent dans la vie, mais certainement pas de vocation divine. Il faut donc par conséquent que les jeunes auditeurs se départissent de ce stress en fait d'essayer de chercher ce qui doit correspondre à une vocation divine et qui s'abat comme ça sur un individu. Tu seras restaurateur de... Non, ça marche pas comme ça. Il y a de la transmission quand même. Il y a de la transmission aussi après. C'est souvent une rencontre aussi avec une personne ou dans un voyage touristique de rencontrer quelqu'un dans un atelier qui a été ouvert et cheminement fait qu'après vous dites pourquoi pas moi. Ouais, moi, je voulais être coiffeuse quand j'ai vu Jérôme Laverny et Philippe David. Depuis, j'ai changé d'avis. Oui, mais vous coupez un peu les cheveux en quatre ce soir, je trouve. Moi, je vois pas pourquoi. Mais par contre, ces métiers, rares ou anciens, peu importe, ils disent quelque chose. Ils ont un message. Ils comportent un message pour tous les autres copains, pour tous les autres métiers. Le rapport au temps qui doit être le nôtre. Est-ce qu'on a vraiment intérêt dans la société qui est la nôtre de courir après les gains de temps? Est-ce qu'il n'est pas précieux parfois d'en perdre un peu, et ce n'est pas en perdre, mais d'en consacrer davantage à faire quelque chose de bien fait, et qui s'inscrivent dans le temps. Aujourd'hui, on construit des bâtiments en 6 mois, mais combien de temps vont-ils durer? Est-ce qu'on peut pas jeter un coup d'œil par rapport à tous ces bâtiments qui ont sans doute coûté beaucoup plus de temps dans leur construction, mais qu'aujourd'hui ont traversé des siècles? C'est ce que disent tous ces métiers, rares ou anciens. En tout cas, ils imposent un rapport au temps, à l'application, à l'effort, au petit pas, d'où la naissance d'une nouvelle théorie ce soir, le petitisme, qui m'est très cher, non pas étant donné ma taille, mais enfin, j'ai beaucoup d'importance. En tout cas, restauratrice de céramique, ça va dans le sens de l'histoire, puisque ça veut dire qu'on garde les objets et qu'on leur donne, on leur offre une seconde vie. Un rapport au temps complètement différent que disent tous ces métiers. En tout cas, vous restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir un autre métier. Il y en a beaucoup ce soir, celui de luthier. Voilà, luthier. On en a parlé il y a quelques instants, mais là, c'est pareil, dans la passion, puisque on voit Ralph Dumonteil, on sent qu'il y a un passionné derrière ça. On va en parler dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h avec ces métiers anciens, avec Jérôme Laverny. C'est une très jolie thématique et on va vous emmener au cœur de Paris dans un atelier historique avec Ralph Dumonteil merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes luthier, ce très très beau métier qui nécessite par exemple combien d'années d'études pour qu'on comprenne bien? Alors c'est un métier qui est très difficile. C'est pour ça que j'entends beaucoup de reconversion, de changement de direction et compagnie. Les études de lutherie sont longues. J'ai commencé à 18 ans, j'ai fini à 23 ans, donc 5 années d'études. Au bout de ces 5 années-là, comme le disait en off notre ami céramiste, on n'est pas capable de travailler. Donc on connaît la théorie. À l'époque où moi j'ai commencé, j'étais dans une école, l'école de Crémone en Italie, où on apprenait la fabrication des instruments neufs. Ouais. C'est important de connaître la fabrication des instruments pour avoir une vue globale. Néanmoins, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'exerce une lutherie qui est une lutherie d'atelier, de magasin. J'ai des enfants qui viennent me voir, j'ai des professionnels qui viennent me voir, j'ai des collectionneurs qui viennent me voir, j'ai des familles qui me rendent visite pour expertiser un instrument, pour avoir un avis, pour faire un devis. Et ça, c'est plein d'éléments qui prennent énormément de temps. C'est une formation continue, oui, en fait. Parce que c'est du terrain. Ouais. Et c'est du terrain pur. Et le problème de la lutherie, c'est que il n'y a pas vraiment de structure à part des amicales, des associations de luthiers. On sort de l'école de lutherie et après,
À nous de nous débrouiller pour aller de stage en stage, avoir les compétences et ensuite s'installer en dur à notre compte. Ralph Dumonteil, j'ai lu une chose, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? C'est qu'un luthier, ça faisait des violons, des altos, des violoncelles, des contrebasses, mais que certains faisaient également les guitares sèches, voire électriques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? La lutherie, c'est l'art de fabriquer des luths à la base. Donc le premier luthier, Andrea Amati, travaillait chez un facteur de luth. On a gardé ce terme-là et on l'utilise toujours aujourd'hui pour tous les fabricants d'instruments, même les instruments avant. Il y a naturellement un sectionnement dans les instruments à cordes. Oui. On a la famille du violon qui est le roi de l'orchestre à cordes, si on veut, qui a une pièce extrêmement chère. Un violon de Stradivarius, de Guarneri, ça vaut 10-20 millions d'euros, par exemple. Et tout le monde se l'arrache. Quelle était votre question déjà? Je suis complètement... Non, c'est tous les... C'est pas seulement, ça fait même les guitares, tous les instruments à cordes. Ensuite, moi, je suis de la famille du violon, donc je fais tous les dérivés du violon, violon, alto, violoncelle, un peu la contrebasse. La guitare, c'est une formation différente et c'est un métier qui est totalement différent. Alors, il y a une question qu'on a très envie de vous poser, c'est est-ce qu'un luthier sait jouer du violon? Un luthier peut savoir jouer du violon, un journaliste peut jouer du violon, n'importe qui peut jouer du violon. On vient à la lutherie par deux canaux principaux. Ou la musique, ce qui est mon cas. Ma mère est violoniste et elle a quitté la Roumanie pour la musique et c'est un peu pour nous le symbole de la liberté. Donc là, on sent l'héritage quand même chez vous. Un peu. Quand j'étais gamin, je ne savais pas quoi faire, comme notre camarade. Et j'ai dit, quand j'avais 9-10 ans à ma mère, je voudrais faire de la lutherie. Pourquoi? Parce que c'est l'odeur des ateliers. J'étais rue de Rome, je travaillais rue de Rome, mais ma mère fréquentait la rue de Rome quand j'étais gamin des années 80. Et dès qu'on rentre dans un atelier, qu'on voit les instruments, qu'on sent l'odeur du vernis, qu'on voit le temps long, comme le disait Jérôme, le travail des luthiers, la patience, toute l'histoire, c'est quelque chose qui est magnifique. Mais vous ne savez pas jouer du violon? Alors moi, j'ai joué du violon naturellement parce que ma mère est violoniste et on m'a imposé ça. À Crémone, quand j'ai fait mes études, on avait une partie des élèves qui étaient là parce qu'ils aimaient le travail manuel. Donc en fait, c'est une passion autour de la lutherie qui se symbolise par la musique, par le travail manuel, par quoi, peu importe. Quand on me pose la question, je dis pudiquement que je ne joue pas de violon. Je joue du violon, bien entendu, mais je dis pudiquement que je ne joue pas de violon. Mais il faut une oreille quand même. Le domaine est tellement complexe que le dernier mot, il vient aux musiciens. Et je ne me permettrai jamais de prendre un instrument et de faire qu'à notre ennemi en disant oui, c'est bien, c'est moyen, c'est quoi au caisse. C'est un métier de professionnel, la musique. Et un musicien, quand on lui donne un instrument de prestige, il est le seul à pouvoir en tirer le vrai sel. Je ne suis pas musicien professionnel, donc du coup, quand on me pose la question, je dis que je ne joue pas de violon. Si ma fille me le demande, je suis malade. Ralph Dumonteil, vous avez fait vos études à Crémone, en Italie, mais il y a une école, au moins une en France, à Mirecourt, dans les Vosges. Très intéressant. Quand j'ai commencé en 97, il n'y avait pas vraiment d'Internet. Donc, on avait des bruits de couloir, on savait qu'il y avait une école à Crémone, on savait qu'il y avait une école en Allemagne. On imaginait qu'il y avait une école en Suisse, peut-être, quelque part dans la forêt. On n'a jamais vraiment su. Quand je suis parti à Crémone, quelle était votre question déjà? Il y a aussi une école en France. On est obligé d'aller en Italie, à Mirecourt, dans les Vosges. À l'époque, c'était une école de type bac professionnel. D'accord. L'école a changé, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui est intéressé pour faire de la lutherie, et le berceau est un berceau européen. Quand j'étais à Crémone, fin du XXe siècle, on avait énormément de Japonais et de Chinois qui venaient. Les écoles se sont adaptées à ces cursus-là, et maintenant, l'école de Crémone, de Mirecourt, l'école française, si je ne dis pas de bêtises, est une école post-bac. Il y a plein d'autres écoles dans le monde, notamment des écoles privées. Il y en a une à Crémone, il y en a une privée à Mirecourt, il y en a en Corée, il y en a en Angleterre, il y en a au Canada, il y en a très certainement aux US, très certainement au Japon. Et ça, c'est une adaptabilité du métier à la réalité économique d'aujourd'hui. Jérôme Lavergne, on sent quand même que c'est presque du mentorat finalement, ces métiers, cette transmission. D'où la pertinence du CAP qui a été mise en place. En fait, il y a cet enseignement général qui participe de tout un tas de formations, mais la confiance, elle est accordée à l'employeur. C'est lui qui va avoir et les compétences et l'envie aussi de transmettre de façon différente. Il faut accepter cette différence-là, et bien sur le métier en question. Il faut rappeler que ce sont des métiers difficiles aussi.
On fait pas mumuse avec ce genre de métier, parce que quand on parlait de temps pour construire ou réparer quelque chose, il faut la patience. Mais il faut énormément de patience pour se familiariser. Donc oui, il y a le temps de produire, mais ces métiers enseignent aussi le temps nécessaire à se former, et c'est assez noble, et ça impose l'admiration, tout simplement. Ralph Dumonteil, vous avez une connexion avec Aline Mériot, parce qu'elle forme des archetiers. C'est le même métier, luthier et archetier, parce qu'en général, on peut jouer avec les doigts en pizzicato, mais souvent, ça se joue avec un archet, le violon. Ça fait partie de la... Comment serait un raconte, lui? Ça fait partie je ne tiens pas à finir au violon. Ça fait partie du même domaine. Mais c'est une discipline qui est différente. Les archetiers sont archetiers, les luthiers sont luthiers. On a certains luthiers qui, pour des motifs de service, par exemple, il peut être en province ou même à Paris, peu importe, peuvent faire des petites opérations. Mais il faut distinguer la fabrication de l'entretien des instruments. On peut faire un peu de maintenance sur des archets en ayant un peu de connaissances luthières. Fabriquer un archet, ça peut monter jusqu'à 500 000 €, un archet 500 000 ancien, bien sûr. On ne s'improvise pas archetier comme ça non plus. Donc il faut bien comprendre que c'est un domaine global avec plein de petites sections. Est-ce qu'on vit correctement économiquement de ce métier-là? Il n'y a absolument aucune règle. Il n'y a absolument aucune règle. C'est un métier qui catalyse beaucoup d'envie financière, je pense, parce que les prix des instruments sont très élevés. Il y a énormément de ventes aux enchères à l'international et il y a énormément d'engouement pour les pays hors Europe pour venir en France acheter des instruments. Ensuite... Chacun arrive à se former et à mettre en route ce qu'il peut mettre en route. Il y a des luthiers très valeureux qui fabriquent du neuf de très bonne qualité et qui ont du mal à vendre parce que il faut aussi pouvoir toucher son public. Et on a des luthiers qui font du business sans que ce soit un gros mot et qui, bien entendu, vont avoir des rentrées qui sont différentes des autres. Allez, vous restez avec nous. On poursuit forcément cette belle émission. On va parler d'horlogerie puisque c'est en tout cas un secteur qui est en mutation formidable. Autrefois, vous vous souvenez, les carillons familiaux, Jérôme Laverny. Cet art a évolué de la petite boutique artisanale qu'on voit encore aujourd'hui avec de grandes entreprises internationales. On va en parler dans quelques instants avec ce secrétaire général de France Horlogerie. Vous restez avec nous, on en parle dans un instant, tout de suite. Et chaque semaine avec Philippe David, on apprend des choses. Alors merci beaucoup Jérôme Laverny. Par exemple, que la France se positionne comme le 5e plus grand exportateur mondial de montres et c'est la 4e place en matière d'exportation de composants de bracelets de montres, Jérôme Laverny. On va en parler avec Guillaume Adam qui est avec nous, secrétaire général de France Horlogerie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'horlogerie étant forcément mutation, on en parlait en prélude de cette émission sur la technologie vous a à un moment donné rattrapé et finalement l'ancien et le contemporain arrivent à cohabiter, j'ai l'impression. Tout à fait, absolument. Ouais. Alors en France et à France Horlogerie, on représente en fait toute la chaîne de valeur de la fabrication horlogère. Oui. On a en France, c'est-à-dire les fabricants de marques de montres, les fabricants de composants pour les montres, donc les bracelets, les aiguilles, qui sont très implantés. Et des aiguilles à 500 000 €, Philippe. Non, je plaisante. Et puis, tout ce qu'on appelle l'horlogerie de gros volume, c'est-à-dire les horloges de gare, les horloges industrielles, les horloges de synchronisation et de gestion du temps. On a un exemple dans votre plateau d'ailleurs. Oui. Donc on a une filière qui est vraiment d'excellence, en croissance. On est à peu près à 381 millions € en 2022 de chiffre d'affaires, plus 12% par rapport à 2021. Donc vraiment une filière qui croît. Et je me posais une question, comment se situe l'horlogerie française entre les produits asiatiques très peu chers et par exemple les produits suisses hors de prix? Je pense à des marques comme Patek Philippe ou Richard Mille par exemple. À quel niveau est l'horlogerie française sur le marché mondial? Parce que 5e plus grand exportateur, comme le disait Cécile, ça veut dire quelque chose. Absolument. Alors l'export effectivement est un driver très important. On a 79% du chiffre d'affaires de l'horlogerie française qui est exporté en 2022. Ah oui. Ce qui est très important parce que effectivement on est sur des technologies et des équipements vraiment d'excellence avec un positionnement qui est plutôt moyenne gamme. Donc effectivement on
on est entre les technologies, les équipements montrent plutôt entrée de gamme et la haute horlogerie qu'on peut trouver dans d'autres pays. C'est ça, je pense, qui fait la force de l'horlogerie française. Après, il y a des spécificités, bien évidemment, dans les différentes marques. Mais voilà, globalement, c'est ce positionnement-là que l'horlogerie française a aujourd'hui, avec vraiment un secteur en croissance. On a à peu près 3000 emplois dans le secteur. Avec des métiers très, très éclectiques dans cette horlogerie. Effectivement, alors l'horlogerie, c'est un secteur à la croisée, comme je disais en introduction, des métiers de l'industrie et des métiers d'art. Bien sûr, à la base, ce sont des métiers d'art. Voilà, on est classé dans la liste des métiers d'art. Beaucoup de nos entreprises sont des entreprises dites du patrimoine vivant, qui sont reconnues comme ayant des savoir-faire d'exception. Et donc, on retrouve effectivement des métiers comme horloger, sertisseur, ciseleur, émailleur, polisseur, que vous retrouvez aussi, j'imagine, dans un certain nombre de vos métiers. Et puis, on a des métiers effectivement axés sur le design, axés sur l'industrie, l'ingénierie. Voilà, donc, et tout ça, ces métiers persistent parce qu'on a à la fois un marché qui est vivace. On a à peu près une centaine d'entreprises en France dans l'horlogerie, en croissance. On a une demande internationale sur cette excellence française qui est aussi forte. Et on a aussi su conserver, vous parlez de la formation tout à l'heure, on a su conserver un peu tout un écosystème lié à la formation. C'est très intéressant. On a à peu près une dizaine de lycées horlogers en France. On a des formations continues, on a une école d'ingénieurs en microtechnique, on a un centre de métiers et de qualification. Donc on a tout cet écosystème qui forme à tous les niveaux, du CAP en passant par le brevet des métiers d'art, le diplôme des métiers d'art, les certifications professionnelles, les diplômes d'ingénieurs. Donc finalement on a tout l'écosystème formation et toute l'expertise pour permettre à la fois à nos fabricants de composants d'avoir les compétences nécessaires et puis à nos horlogers aussi, fabricants de marques, de disposer de ces acteurs. Jérôme Lavergne. Là encore, et alors c'est un comble, s'agissant des métiers de l'horlogerie, il y a une leçon du point de vue du temps, en fait, puisque pour le coup, votre activité a su évoluer d'un point de vue technologique, allant jusqu'à des choses qui relèvent du numérique, j'imagine, mais a conservé l'ancien modèle. Ce qui veut donc dire que cet ancien modèle, quoique sans doute beaucoup moins efficace, en tout cas potentiellement moins efficace que les nouvelles technologies, conserve ce charme. Quelle est la part, par conséquent, entre le système à aiguille et le système numérique, pour le dire de façon schématique? Alors, effectivement, on constate, dans les dernières études qu'on a pu voir, finalement plus une coexistence qu'une concurrence, on va dire. Oui. C'est très intéressant de voir ça, effectivement. Oui. On sait que les personnes qui aujourd'hui achètent de la montre connectée, souvent ont aussi une montre classique, mécanique. Ça, c'est très intéressant. Et pour nous, ce n'est pas du tout exclusif. Nous, on représente à la fois les acteurs qui font de l'horlogerie traditionnelle, des montres traditionnelles, mécaniques. Et puis, on a aussi des acteurs qui sont plus dans la disruption, qui font effectivement de la montre connectée. Et qui sont pour certains des références au niveau européen. Et je pense que c'est un... Quand on pense horlogerie, on pense avant tout Franche-Comté, mais pas que. Aujourd'hui ? Alors pas que, effectivement, ça reste, je dirais, une région extrêmement dense en industrie horlogère, que ce soit en marque de montre ou en fabricant de composants. Donc ça, c'est clair, c'est une région encore structurante, mais on voit aujourd'hui émerger de nombreuses marques sur le territoire, que ce soit à Paris. Beaucoup de jeunes marques, de marques dites émergentes qui naissent à Paris. On en voit dans d'autres régions, dans le sud de la France, dans l'ouest de la France. Donc il y a une vraie vivacité sur l'ensemble du territoire. Et c'est très intéressant, que ça soit des acteurs, je dirais, plus liés à un métier d'artisanat, plus TPE-PME, ou des acteurs en composants, peut-être parfois plus important en taille. Et l'apprentissage. Alors j'avais posé la même question. Est-ce qu'il y a la possibilité d'intégrer le métier sous format d'un contrat d'alternance, que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation également, dans le cadre des reconversions, j'entends? Alors... Oui, en apprentissage, effectivement, on a des exemples, et ça c'est tout à fait possible. Et on a aussi des centres de formation qui forment les personnes qui ont déjà exercé un métier aujourd'hui, qui ont pu exercer dans d'autres secteurs. J'en ai rencontré qui étaient dans l'automobile, la restauration, et qui
24, 25, 26 ans se sont dit tiens, comme la personne qui était tout à l'heure avant l'émission nous disait moi j'ai souhaité changer de métier et se sont orientés vers l'horlogerie qui en fait devient très rapidement un métier passion. On évoquait ce terme tout à l'heure et qui permet ces reconversions. Alors, les montres françaises s'exportent, mais est-ce que les horlogers français s'exportent? Est-ce qu'il y a la possibilité avec ce métier de faire pourquoi pas une carrière internationale? Alors oui, tout à fait, effectivement. Alors cette excellence que j'évoquais à tous les niveaux de la chaîne de fabrication, oui, c'est déjà le cas aujourd'hui. On a beaucoup d'horlogers français qui sont qui travaillent pour des marques étrangères. Mais pourtant la concurrence est rude sur l'horlogerie quand même avec les Suisses par exemple. Tout à fait. Et il est vrai que on embrasse. Oui. Tout à fait, et c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup à la fois d'horlogers et d'entreprises dans la sous-traitance travaillent avec ces acteurs en Suisse, ces grandes marques suisses, ce qui sont des business models qui sont tout à fait établis, et c'est une excellente chose, je pense, pour l'industrie française. Et nous, ce qu'on essaie d'apporter en plus à France Horlogerie, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est de faire travailler... maintenant, parce qu'il nous reste 3 minutes. D'accord. C'est de faire travailler mieux la chaîne de valeur horlogère française ensemble. C'est-à-dire offrir la possibilité à des marques françaises de travailler avec des fabricants de composants français, de mieux les faire travailler, coopérer ensemble. C'est tout le projet de réindustrialisation que France Horlogerie porte depuis 2 ans, avec des perspectives qui sont importantes. On vise à peu près 2800 emplois en plus dans la filière à horizon 2030, ce qui est quand même assez significatif au regard des 3000 actuels. 180 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qu'on porte très fortement en mettant en place des outils pour permettre à ces entreprises de mieux se connaître, de mieux travailler ensemble autour de grappes d'entreprise, d'espaces d'innovation. Des métiers bien rémunérés? Alors oui, tout à fait. Ce sont des métiers qui sont rémunérés. Après, évidemment, selon le niveau de qualification, tout à fait. Mais voilà, on a vraiment identifié cette possibilité, cette capacité de l'industrie horlogère française à produire et à développer de l'emploi. Aline Mériot, présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat, dans le centre Val-de-Loire, forcément, quand on vous entendez tous ces métiers, c'est d'une façon de les pérenniser. Ce sont des métiers qui sont aujourd'hui porteurs, on cherche beaucoup de monde. C'est l'avenir, finalement, ces métiers-là. Bien sûr, oui, je confirme, c'est l'avenir. C'est l'avenir et ce serait l'artisanat, c'est l'avenir. L'artisanat, effectivement, c'est l'avenir. Et donc, on invite tous les parents qui nous écoutent à inviter eux-mêmes leurs enfants à aller découvrir ces métiers, puisqu'on peut parfois rentrer dans des entreprises ou aller voir des personnes qui vous orientent à vouloir faire des stages dans des entreprises d'artisanat. Oui, tout à fait. Il faut consulter ce catalogue de vie que sont toutes ces expériences de ces parcours. Ce sont vraiment des ouvrages, une véritable bibliothèque professionnelle, des romans comme ça, de tranches de vie qu'il convient de lire et dans lesquels on peut papillonner. Malheureusement, l'orientation n'est pas faite en France, alors il faut procéder de la sorte. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Aline Mériot, d'avoir été avec nous, présidente de la CMA Centre Val-de-Loire. Merci beaucoup à mes amis Ralph Dumontel d'avoir été avec nous. Vous êtes luthier à Paris. Et merci Guillaume Adam d'avoir été avec nous. On parle d'horloger aussi. Et Manon qui était avec nous. Manon, c'est Senko, voilà, restauratrice de céramique. C'était des métiers rares. En tout cas, on était ravis de les découvrir. Merci beaucoup, Jérôme Laverny. On va faire quoi mardi prochain, on sait ou pas? Oh oui. On sait déjà. Souriez, vous travaillez. D'accord. D'accord. Avouez que c'est un autre panache que chez Rémi André, tout de même. Absolument. Et nous, on se retrouve avec Philippe David demain à partir de 17h. Avec un immense plaisir. Demain 17h. Merci à notre équipe. Tout de suite, on vous retrouve Cécile dans Sud Radio à votre service. Et ensuite, c'est la Coupe du Monde de rugby au cœur de la mêlée avec François Trio. Salut, passez une belle soirée. À demain.